Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le mug. Nous sommes le mardi 20 juin déjà et nous allons discuter de l'actualité tech car c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous avez la forme ce matin? Je suis ravie de vous retrouver en pleine forme, avec un peu moins de chaleur. Ça fait du bien. Je regarde un petit peu qui est là dans la chatroom. Et ça commence fort avec Pepsinou et Yves Castel qui nous soutiennent. Un grand merci pour votre soutien tous les deux. C'est parfait pour commencer la matinée. Salut Grolb, salut Stream Element. Je salue le bot, tout va bien. Non mais en fait, il faut être quand même poli avec les bots. Hein. Pourquoi pas. Salut Andy, salut Pepsinou, salut Pauline, salut Decimus, salut Oleg, salut Natineige, salut Surnut, salut Agrave Piano, salut Squency, salut JF162, salut Poppy, salut Shirley Rob, salut EA Chronicle, salut Mister Say, salut F33 le good, Feel Good. Tu me fais Vous cherchez à me faire des pseudos qui sont impossibles à lire à 8h du matin le mardi. Et monsieur fait son café en plein début de live, tout va bien. Salut Kawak, salut MTBG68. Si vous n'êtes pas bien réveillé, allez vous faire un café aussi. De toute façon, c'est le début, on va faire le Sommarion, donc vous allez rien rater. Moi, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Salut Najo et un grand merci pour ton soutien. Salut chez Gilles, salut... J'allais encore dire Stream Element, décidément. Salut Locan, salut Scarlett, salut Tuxi142. Un grand merci également à Laurie013. Mais dis donc, vous êtes en feu là ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Et petit rappel. Pour ceux qui aiment bien les jeux, on va streamer du jeu tout à l'heure après le mug, donc pas d'interruption, on reste avec vous ce matin, donc restez avec nous si ça vous intéresse. On va streamer Call of Dragons, c'est Guillaume qui va vous partager son expérience en direct sur Twitch. Il y aura également Jérôme pour info, mais on s'en fout un peu. Hein. Non. Voilà, je le vexe un petit peu. Vous bénéficierez donc de Jérôme et Guillaume qui stream Call of Dragons, le jeu fantastique dont on parlera un petit peu plus un peu plus tard dans l'émission pour vous présenter un petit peu le jeu si ça vous intéresse. Voilà, donc restez avec nous à peu près vers 9h30. On verra à quelle heure on termine le mug ce matin. Mais voilà, vous n'aurez pas d'interruption. Ça sera une matinée Nowtech ce matin. Voilà, je regarde un petit peu qui nous a rejoint. Salut Gaël Lol Smile. Salut Nico FR87, salut la petite pantoufle, c'est trop mignon. J'aime bien ton pseudo. Il y a toujours The Garlic Snail que j'aime toujours comme pseudo. Salut Tichoum, salut Melmox, salut Arokarisu, salut François Michel. Voilà. Mais de quoi va-t-on parler ce matin quand même? On va parler du petit sommaire qu'on a. Pas mal, assez satisfaite du sommaire que j'ai ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans la chatroom pour voir si ça vous plaît aussi. Ce matin, on va parler de Reddit. Reddit, la saga Reddit qui dure depuis maintenant un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, 2 semaines. Et cette fois-ci, après que le CEO Steve Hoffman est sorti, non mais alors il l'a pas vraiment sorti comme ça, mais il est un peu en guéguerre contre les modérateurs de Reddit. Et en gros, ils ont dit non mais dans les règles d'utilisation de Reddit, si les gens veulent plus modérer, donc si les modérateurs ne veulent plus modérer, eh ben en fait, on va se permettre de demander aux gens de la communauté du subreddit s'il y en a un au moins qui veut modérer pour pouvoir permettre de voter et d'exclure les modérateurs qui ne souhaitent plus modérer,
qui ne souhaitent plus modérer, c'est-à-dire qui ont passé en privé le subreddit. Donc ça, c'est une manière de reprendre le contrôle finalement sur les subreddits. Et les modérateurs ont trouvé une astuce assez rigolote, un joli pied de nez au CEO. Donc voilà, le bras de fer n'est pas terminé. Et puis on parlera aussi d'achats responsables. Et pour vous aider à faire des achats responsables et notamment d'opter pour des téléphones réellement durables, eh ben, l'Europe travaille sur le sujet et va vous permettre du coup de bénéficier d'un étiquetage ou de profiter d'un étiquetage plus clair des smartphones qui va vous permettre de voir lesquels sont responsables ou durables et lesquels ne le sont pas pour pouvoir faire un choix informé. Donc ça, plus d'informations pour les consommateurs, on dit oui. Et puis on continue sur justement la réparabilité et l'achat durable avec cette fois-ci Samsung qui emboîte le pas d'Apple et Google en permettant sur certains de leurs smartphones de pouvoir les réparer soi-même, de pouvoir commander la pièce à changer et pouvoir faire la réparation soi-même. Encore une bonne nouvelle. Donc merci enfin les marques qui prennent leurs responsabilités et encouragent à garder un peu plus longtemps ces appareils. Et puis après avoir parlé des Android, on parlera un petit peu des iPhones. Qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté de chez Apple pour 2023 et 2024 en termes de génération d'iPhone? Eh bien, ça va bouger a priori du côté du Wi-Fi et de la 5G. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis on passera après du côté de Google et de l'intelligence artificielle et Google qui met un petit peu en garde ses employés contre le fait d'utiliser sa propre intelligence artificielle nommée Bard pour travailler et notamment lui donner des informations confidentielles. Même Google s'en méfie, c'est pour dire. Et puis on parlera aussi d'Instagram, Instagram qui sort une nouvelle fonctionnalité à destination des influenceurs sur sa plateforme. Ce sont les chaînes de diffusion qui va permettre une communication privilégiée entre l'influenceur et sa communauté, inspirée de Telegram et puis plus récemment de WhatsApp. Voilà, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, si vous suivez justement des influenceurs sur Instagram. Et puis, on terminera avec un article, si on a le temps, parce que là, je commence à en avoir un peu beaucoup, mais un article assez sympa que vous pouvez retrouver de toute façon dans le Flipboard Nowtech. Je vous rappelle que tous les articles dont on parle le matin sont disponibles sur le Flipboard Nowtech. Donc, vous pouvez creuser et lire vous-même en profondeur chaque news. Et là, celle-ci, c'était un article assez sympa de Le Monde, de Pixel de Le Monde, qui revient sur les 25 ans de la Game Boy Camera avec, vous savez, ces photos pixelisées très spécifiques, très typiques de la Game Boy Camera qui, à l'époque, quand c'était sorti, on boudait un petit peu parce que bon, ça faisait un peu très old school alors qu'on avait des appareils avec des photos bien meilleures, donc on se demandait un petit peu l'intérêt. Et finalement, aujourd'hui, en 2023, il y a un renouveau sur cette caméra où les artistes et les bidouilleurs vont s'en emparer pour expérimenter et exprimer leur art avec cette caméra. Donc c'est assez créatif, assez innovant, assez sympa. On en parlera ensemble à la fin de l'émission. Voilà pour le programme ce matin. J'espère que le Sommarion vous plaît. À quand la chaîne de diffusion de Nowtech sur Insta? Écoute, si je présente suffisamment bien peut-être la chaîne de diffusion ce matin, peut-être que ça motivera les équipes. Après, il faut avoir le temps. C'est toujours ça. Je pense que vous l'avez vu notamment aussi sur TikTok. On aime bien tester ces nouveaux outils de diffusion. Attendez, j'ai un petit problème de cadrage. Voilà, j'étais un peu loin. Voilà, c'est un peu mieux centré. En fait, on aimait bien vous proposer ces formats courts qui vont débriefer une news sur TikTok qui a été abordée durant le MAG le matin. Mais en fait, tout ça, ça prend du temps. Le temps passé à retourner cette vidéo, faire le montage et l'illustrer, parce que c'est des formats courts mais extrêmement dynamiques, survitaminés sur TikTok, ça prend quand même du temps et c'est du temps que du coup on ne passe pas à écrire d'autres vidéos format un peu plus approfondi que l'on voudrait vous sortir sur YouTube. Donc voilà. Donc c'est des formats qu'on aimait bien et potentiellement la chaîne de diffusion aussi, mais voilà, il faut du temps pour animer
tout ça. Et donc, c'est toujours des choix à prendre. Voilà. Mais pourquoi pas? On sait jamais, on sait jamais. Je regarde un petit peu. J'ai pas remercié l'État. Un grand merci à l'État pour ton soutien ce matin. Un grand merci à vous. Ça fait trop plaisir. J'ai loupé les 45 premières minutes du Sommarion. Et il est 8h10, hein, franchement, et j'ai fini le Sommarion. Moi, je dis c'est raisonnable ce matin, c'est raisonnable. On n'a pas fait de débordement, on n'a pas commencé. Voilà. Et je vous propose, du coup, sans plus tarder, de commencer avec le premier article, et notamment d'abord le Kawa. Et on commence avec le premier article ce matin. Je voulais parler d'une news qui m'a fait particulièrement sourire ce week-end. Je suis tombée sur un tweet de John Oliver. Alors, pour le petit contexte, hein, John Oliver, c'est justement le présentateur de l'émission Last Week Tonight, le talk show ou le late night show que l'on peut retrouver. Et donc, John Oliver est un Anglais qui fait un talk show aux États-Unis sur la chaîne HBO. Et moi, je l'aime beaucoup, j'adore son humour. Je sais qu'avec Jérôme, c'est un de nos late night shows que l'on préfère. Il a toujours un humour très piquant, très décalé aussi. Enfin voilà, moi, on est... Et lors d'une des rares fois où j'ouvre Twitter, parce que je peux vous dire que je l'ouvre pas toutes les semaines, c'est pour vous dire, je suis tombée sur un de ses tweets qui encourageait, remerciait la communauté Reddit. Est-ce que j'ai son tweet là? Oui, voilà, son tweet, je vais pouvoir vous le montrer. Hop, vous le voyez à l'écran. Donc John Oliver qui dit « Dear Reddit, excellent work » et qui partage des pics have at it. Et donc il a commencé un thread, un fil Twitter où il va poster lui-même les photos les plus ridicules possibles de lui-même. Et donc, pourquoi il a fait ça? Eh ben, on va revenir sur qu'est-ce qui se passe du côté de Reddit. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les membres des deux plus grosses communautés de Reddit, qui sont AirGIF et AirPix, donc les GIFs, donc les images animées, et Pic, les images, voilà, statiques. Voilà, donc c'est les deux plus grosses communautés où les gens, en fait, se partagent des GIFs et des images. Ont décidé tout simplement de ne plus poster que des images du comédien John Oliver ce week-end, donc 17 et 18 juin, et une manière du coup assez originale de protester contre les changements de l'API dont on a déjà discuté dans le mug, qui ont été initiés par la plateforme. Voilà, vous savez, il y a eu un vent de protestation où pas mal de subreddits la semaine dernière, en début de semaine dernière, sont passés dark, hein, c'est-à-dire qu'ils sont passés privés, où en fait c'était impossible d'y accéder concrètement. Et en fait, ce qui s'est passé au cours de la semaine, c'est que la plateforme Reddit et notamment CEO Steve Huffman se sont exprimés et ont utilisé soi-disant des règles d'utilisation de la plateforme pour dire non mais en fait, le rôle d'un modérateur, c'est de modérer. Donc en fait, les personnes qui mettent leur subreddit en privé donnent le signal qu'ils ne veulent plus modérer. Ok, ça s'entend. Et donc du coup, eh ben, on va demander à des personnes de la communauté qui est passée privée s'il y a des gens qui veulent continuer à modérer. Il suffit d'une personne. Une personne, quand on sait que ces communautés comptent 22 et 30 millions de membres respectivement, voilà. Il suffit d'une personne pour vouloir modérer. Et on lui donnera la possibilité potentiellement d'exclure les modérateurs qui veulent garder le subreddit privé. Donc tout simplement, c'est une manière pour Reddit de reprendre le contrôle sur les subreddits et d'empêcher ces subreddits de rester privés. Voilà. Ouais, je comprends, hein, c'est un bras de fer. Je ne soutiens pas comment ils manipulent les règles d'utilisation de la plateforme. En même temps, ils se retrouvent un petit peu dans une impasse, mais une impasse dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes. Bon, voilà. Et donc, ils ont fait ça. Et donc, de manière très ironique ou très créative, les modérateurs de ces fameux subreddits qui se sont du coup rendus privés ont lancé un sondage sur leur subreddit en demandant à leur communauté: est-ce que vous voulez continuer
à poster des images comme avant, ou est-ce que vous voulez que désormais nous ne postions uniquement des images de John Oliver? Voilà, et donc on a même Pix qui était même plus précis sur le type d'image, c'était des images de John Oliver sexy. Voilà, et en fait les deux communautés ont voté, donc ils ont pris une décision, voilà, avec la communauté pour en effet ne poster plus que des images de John Oliver. Et donc, du coup, depuis, y a John Oliver qui est partout sur Reddit. Et donc, c'est assez hilarant. Et donc, on a même Airpix qui a changé sa description de subreddit « A place for images of John Oliver looking sexy ». Donc, moi, ça m'a fait vraiment mourir de rire. Et en effet, c'est une manière de contourner le risque et la menace que faisait planer finalement Reddit et la plateforme Reddit sur les modérateurs qui ont décidé de passer dark en permettant à ces communautés de ne pas rester dark, mais de troller Reddit. Ou en tout cas la plateforme. Voilà, donc je trouvais ça quand même assez hilarant. J'en profite pour remercier, oh là là, mais que de soutien ce matin, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est trop, vous me gênez, mais c'est pas trop, on apprécie, évidemment. J'ai Jérôme qui est en train de m'engueuler sur le canapé quand je dis ça. Et il a... N'arrêtez pas de sub, il me dit, vous allez m'interrompre durant toute l'émission, je vais avoir plein de galères pour vous permettre de... J'arrive même plus à parler, vous voyez ? Ça commence. Je n'arrive même plus à faire l'émission à cause de vous. Mais grâce à vous, ça nous permet justement de rémunérer les personnes qui travaillent pour vous fournir de l'information et des vidéos de qualité. Donc, un grand, grand merci à vous. Et donc, je vais remercier... je reprends où j'en étais. Remercier les personnes qui nous ont soutenus dernièrement. Labrique76, Alex Balt, Baylanga06 et Sophie Fonfec 69. Un grand, grand merci à vous tous. Ça fait chaud au cœur. Voilà, un grand merci. Voilà, donc voilà pour la petite news sur Reddit. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Donc voilà un petit peu les images que l'on voit circuler sur les subreddits. Là, vous pouvez voir du coup qui a publié sur notamment Pix. Là, on a même des montages générés par intelligence artificielle. Alors là, c'est rigolo. Le second, là, vous dites, mais c'est pas John Oliver. Mais en fait, c'est John Oliver as an author. Donc John Oliver en tant que loutre. Donc ça c'est une autre communauté, un autre subreddit qui a suivi le mouvement de Pix et de GIF. C'est une communauté qui s'appelle voilà, pour poster des images mignonnes et qui a 34 millions d'abonnés, donc c'est pas mal. Et donc ils ont suivi le mouvement où maintenant ils permettent de poster des photos mignonnes et câlines de John Oliver. Donc voilà, moi ça me fait hurler de rire. Et donc, du coup, très logiquement, John Oliver, qui ne manque pas d'humour, a rebondi sur l'événement et donc a abreuvé finalement la communauté subreddit en leur donnant proactivement, volontairement, des photos les plus ridicules de lui. Et je trouve que c'est de bonne guerre et c'est bien joué de sa part. Son tweet, d'ailleurs, a été vu près de 2 millions de fois, enfin en tout cas par près de 2 millions de personnes. Le fait qu'il ait félicité un petit peu les communautés. Donc, joli pied de nez de la part de la communauté Reddit à la plateforme. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il va en être de la réponse de la plateforme. En tout cas, les modérateurs aussi ont mal pris un terme qui a été utilisé par le CEO qui les a traités un petit peu de noblesse terrienne, qui a traité les modérateurs un peu de noblesse terrienne. Vraiment un terme très malheureux ici. Et donc, les modérateurs qui se sont exprimés en disant « Quoi qu'il en soit, nous, la soi-disant noblesse terrienne, voulons absolument nous conformer aux souhaits de la cour royale. Et elle nous a dit que nous devions gérer le subreddit de la manière dont ses membres le souhaitent. » Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait ces sondages pour demander à leur communauté quel type de photos ils voulaient poster. Donc voilà, joli pied de nez. On verra dans les prochains jours comment la situation va évoluer. Mais on continue avec des sujets moins marrants peut-être, mais des sujets
très importants. Et des sujets très importants, c'est notamment comment permettre des achats plus responsables, notamment sur des objets et de la technologie plus durable pour les consommateurs. Et donc ça, c'est l'Europe qui y planche, plus précisément la Commission européenne qui a proposé le 16 juin dernier une mise à jour tout simplement des règles d'affichage de ces appareils électroniques afin de rajouter plusieurs indicateurs qui sont relatifs à l'économie circulaire et notamment des informations tout simplement qui permettent de savoir pour les consommateurs si les produits sont durables ou non. Parmi ces informations, on a notamment l'efficacité énergétique, la longévité de la batterie, ça c'est cool, l'imperméabilité à l'eau, donc vous savez on a les IP machin. Je me rappelle plus exactement c'est quoi les IP. Je crois qu'il y a un numéro après. Mais voilà, il y a IP quelque chose qu'on vous informe et en fonction d'exactement la référence de IP, ça va vous dire si ça va ça va être résistant à l'eau jusqu'à X de profondeur, X mètres de profondeur, etc. Ou si ça supporte des petites éclaboussures, etc. Donc voilà, mais c'est pas forcément super lisible pour vraiment le grand public. Il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que ces IP quelque chose veulent dire. Et donc là, c'est un peu le but. Donc voilà, imperméabilité à l'eau, étanchéité aux poussières. Vous savez, on en avait parlé notamment pour les Galaxy Fold qui se plient, où la résistance à la poussière est importante parce que si la poussière se met dans les charnières qui permettent le pliage, ça peut endommager carrément le smartphone et l'écran pliable. Donc ça, on en avait parlé de l'importance finalement de la résistance et l'étanchéité aux poussières. La résistance aux chutes, ça, on connaît ça depuis les premiers smartphones, on va dire. Et le degré de réparabilité où on est de plus en plus attentif à ça. Donc ça, c'est vraiment bienvenu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, donc on a notamment le communiqué de la Commission européenne qui publie « Cela aidera les consommateurs de l'Union européenne à faire des choix d'achat plus éclairés et plus durables et encouragera une consommation durable ». Donc là, c'est vraiment la logique ici de l'Europe. Tous les appareils mis sur le marché au sein de l'Union européenne devront s'y conformer lorsqu'évidemment le texte entrera en vigueur. Donc il y a un peu de temps. En France, pour information, on a déjà un indice de réparabilité qui est disponible et a été mis en place sous la forme d'une note sur 10 et d'un code couleur. Et donc, justement, on a donc voilà, donc cette note, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, c'est un indice qui est utilisé notamment pour les smartphones. C'est également repris pour les téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils. Donc on a déjà quelque chose. Je pense qu'après on va avoir un alignement potentiellement à travers l'Europe. Ce sera assez pratique. Et voilà. Et donc l'étiquetage énergétique existant, on a déjà aussi l'étiquetage énergétique existant. Vous le savez, ça, on le connaît déjà. C'est 7 niveaux avec des couleurs du vert au rouge et avec des lettres de G à A. On est assez familier et ça reprend aussi d'ailleurs un petit peu le code d'étiquetage qu'on a pour les logements aussi en termes d'énergie. De responsabilité énergétique, on va dire. Voilà, donc ce nouvel étiquetage-là que l'Union européenne essaye de pousser, il ne va pas voir le jour tout de suite, parce qu'il est en cours d'examen au Parlement européen et le Conseil pour une durée de 2 mois. Donc voilà, on va avoir un petit peu cette discussion. Et puis en l'absence d'objection, les nouvelles règles seront a priori adoptées. Les industriels auront ensuite un délai pour leur permettre de se retourner et de prévoir d'appliquer ces mesures. Et donc ce sera une période de 21 mois pour se mettre en conformité. Et là, ensuite, après ces 21 mois, l'étiquetage deviendra obligatoire. Donc, ça devra être intégré, évidemment, aux emballages divers et variés des produits. Voilà. Donc ça va quand même dans le bon sens. On peut se féliciter un petit peu de ces efforts pour permettre plus de transparence pour les consommateurs et leur donner des informations plus faciles à digérer et à comprendre pour faire des choix informés sur leur consommation en termes de technologie. Donc bravo à eux. Ouais, l'indice de réparabilité, je pense qu'on a mis pas mal de temps avant de mettre l'accent dessus. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà.
I Chronicles qui nous dit: «Je bosse dans un rayon luminaire, pardon, et mettre les étiquettes d'IP et énergétique partout». Oui, je connais bien. Oui, c'est vrai qu'il y a les luminaires aussi qui ont cet étiquetage, d'étanchéité ou de résistance à l'eau puisqu'en fait, on met pas les mêmes, luminaires, par exemple, dans des endroits qui vont être à proximité de sources d'eau comme la salle de bain et même dans la salle de bain elle-même. Il y a en fonction des endroits où la lumière sera mise, eh ben, la résistance sera plus ou moins forte. Voilà, on le sait parce qu'on est en train de de se poser la question sur des luminaires de salle de bain et on se prend la tête parce qu'il n'y a pas énormément de choix. Et pareil, à l'extérieur aussi, vu qu'il faudra que ça soit résistant à la pluie, vous avez des contraintes versus le salon où on s'en fout parce qu'il y a juste un canapé, quoi. Donc voilà. Voilà, exactement. Olek, balcon et terrasse aussi sont concernés par cette résistance à l'humidité. Voilà, donc c'est bien, plus de transparence, plus d'informations facilement digérables par les consommateurs, c'est bien, c'est bien. Et puis dans le même sens, Samsung aussi travaille de son côté pour vous permettre de réparer plus facilement les appareils Samsung et ça c'est bien. Donc bonne nouvelle du coup pour tous les propriétaires de smartphones Samsung et autres appareils, parce que c'est pas que les smartphones. Et vous allez pouvoir désormais faire vos réparations vous-même en France grâce à un tout nouveau programme d'auto-réparation. Et donc, ça suit un petit peu le pas d'Apple qui avait lancé il y a quelques mois son propre programme qui vous permettait de réparer vous-même votre smartphone, ainsi que Google qui avait également fait cette initiative pour ses propres smartphones Pixel. Et donc maintenant, c'est au tour de Samsung. Vous allez pouvoir notamment acheter des pièces détachées officielles directement sur le site de Samsung. Ce premier programme d'auto-réparation, à l'origine, était évidemment sorti sur le territoire coréen. Et puis maintenant, il s'étend à pas mal de pays du continent européen, notamment la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce programme de réparation va se lancer avec certains produits pour commencer. Je pense qu'il faut que Samsung mette en place justement cette logique d'approvisionnement et de commande. Et ça va commencer notamment avec les Galaxy S20, S21 et S22. Mais on retrouve également quelques ordinateurs portables. Comme je vous disais, ça n'est pas limité uniquement aux smartphones. Et on retrouvera en termes d'ordinateurs portables les Galaxy Book Pro et les Galaxy Book Pro 360. Et voilà, en termes de déclaration ici, on a notamment TM Rowe, président et directeur de Mobile Experience Business chez Samsung Electronics, qui parle un petit peu de cette initiative et il nous dit Samsung entend prolonger le cycle de vie de ses appareils afin d'encourager les utilisateurs à profiter le plus longtemps possible des performances optimisées de leur appareil Galaxy. Donc ça touche évidemment la gamme Galaxy ici, qui est la gamme phare de Samsung. Nous nous engageons à élargir l'accès à notre programme d'autoréparation dans le monde entier, tout en améliorant la réparabilité de nos produits. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, non mais c'est bien que Samsung mette à disposition des pièces détachées, mais quid de savoir comment réparer les Samsung et les ordinateurs portables ? On n'est pas tous experts de la technologie ou du hardware smartphone et ordinateur portable. Et là, carrément, Samsung met à disposition justement des tutoriels vidéo ainsi que des manuels pour que vous puissiez réparer vous-même votre appareil. Donc, vous n'allez pas être complètement en roue libre ici. Vous allez avoir des guides mis à disposition sur ces appareils qui ont été listés de la gamme Galaxy. Alors, qu'est-ce qu'il en est un petit peu du Galaxy S22 Ultra ? Il vous faudra, par exemple, débourser 314,40 € pour pouvoir remplacer l'écran. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez pouvoir consulter un petit peu le prix des différentes pièces détachées disponibles directement sur le site Samsung. En ce qui concerne les Galaxy S23, pour l'instant, ils ne sont pas encore éligibles, mais a priori, ça ne devrait pas tarder. Samsung va évidemment s'intéresser à ses flagships, donc ça devrait arriver très vite. Pour ceux qui n'osent pas mettre les mains dans le cambouis, ce que je comprends, moi je ferai partie de ces personnes-là,
J'ai juste pas le temps et bon, j'ai pas envie de mettre en l'air, de foutre en l'air mon smartphone. Et ben, vous aurez toujours le programme de retour et de réparation classique avec des techniciens habilités et spécialisés qui vont prendre en charge votre appareil. Donc pas de panique, il y a toujours le programme standard de réparation. Ce nouveau programme appelé Self Repair pour réparer soi-même vient en plus. Donc vous aurez le choix tout simplement. Donc plus de choix, c'est positif. Et bravo à Samsung de montrer l'exemple, tout comme Apple et Google. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis après avoir parlé des Samsung, on va aussi parler des iPhones. Des iPhones où il y a aussi d'autres nouvelles. Des rumeurs pour 2023 et 2024 en termes de génération d'iPhone. Alors, qu'est-ce qui arriverait ? Ça serait lié notamment au Wi-Fi et à la 5G. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que finalement, les smartphones Apple sont en retard. Et oui, alors c'est pas la première fois et c'est pas le seul sujet sur lequel on pourrait dire que les smartphones Apple sont en retard, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est la faute à plusieurs facteurs, dont l'utilisation d'un modem Qualcomm. En gros, le modem Qualcomm sort l'année précédant le lancement d'un iPhone, et comme le smartphone Apple sort en fin d'année, ça fait presque 2 générations de retard quand le nouvel iPhone sort. Donc en gros, quand le nouvel iPhone sort en septembre, il a presque 2 générations de retard sur le modem qui est inclus sur cette génération-là. Ce qui est un peu gênant parce que du coup, ça le rend moins compétitif par rapport à ses concurrents sous Android. Voilà, qui vont avoir droit à une version beaucoup plus avancée. Par exemple, on a l'iPhone 14 qui a un modem Qualcomm X65, alors que Qualcomm a sorti déjà les X70, X75 en 2022 et 2023. Et donc, dans le futur, est-ce que Apple pourrait devenir un pionnier en matière de connectivité et offrir enfin un accès 5G et Wi-Fi aussi bon que la concurrence, voire peut-être supérieur? C'est justement la question que se pose l'analyste Ming-Chi Kuo, que l'on connaît bien parce que voilà, il est expert des analyses et on va dire des leaks Apple. Et des spéculations à Apple. Et a priori, il nous dit que Apple aurait l'intention de faire d'importants progrès dans les prochains mois, rien plus que ça. Et donc, c'est un rapport qui est paru le 19 juin dernier, que justement, il mentionne a priori 2 nouveautés à venir sur l'iPhone. Tout d'abord, on aurait l'iPhone 15, attendu du coup à cet automne 2023, donc très bientôt, qui embarquerait une nouvelle puce UWB, donc Ultra Wideband, après l'U1 en 2019, qui sert à détecter d'autres appareils à proximité et à les situer au centimètre près, notamment pour du coup la technologie utilisée pour les AirTags. Donc ça permet de créer un maillage entre les appareils et entre les iPhones pour pouvoir plus précisément situer un objet, comme je vous disais au centimètre près. Et a priori, le nouveau smartphone d'Apple qui va sortir là devrait passer à l'U2, la nouvelle génération de cette même puce, gravée à 7 nanomètres et non plus 16 nanomètres. Cette nouvelle puce serait pensée pour de futures interactions, notamment avec le Vision Pro, donc le fameux casque de réalité augmentée d'Apple. Et on pense aussi au nouvel AirDrop qui a été annoncé avec iOS 17. Donc ça, assez intéressant. Donc nouvelle génération de puces pour le prochain iPhone. Et puis on aurait aussi pour l'iPhone 16, attendu donc en 2024 à l'automne, pourrait passer au Wi-Fi 7. Waouh! Ça serait une assez grande surprise finalement, puisqu'Apple est le seul constructeur de smartphones haut de gamme à ne pas encore être passé au Wi-Fi 6E. Donc ils iraient accélérer en 2 générations de Wi-Fi en 2 ans. Donc assez impressionnant ici. Alors, sauf immense surprise, on revient à l'iPhone 15 pour 2023. Cela utiliserait le modem Qualcomm X70 qui est sorti du coup
En 2022, toujours cette même logique d'avoir du coup des générations de retard, la puce X75 devrait être réservée aux smartphones Android qui sortiront entre fin 2023 et début 2024, et ce qui devrait une nouvelle fois placer l'iPhone en dessous de ses rivaux. Et tout ça, c'est une problématique de calendrier où le fait que Qualcomm a un cycle de développement et de production de ces puces versus les constructeurs de smartphones qui vont également avoir un calendrier de production et de sortie de leurs smartphones. Et donc du coup, ce changement de Wi-Fi et cette accélération et cette meilleure qualité de Wi-Fi, donc il n'y aura pas de révolution à attendre en 2023, mais ça serait plutôt donc en 2024. Et notamment, on sait que Apple est en train de travailler à la conception de ses propres modems. Ils se sont déjà émancipés d'Intel. On en avait déjà parlé longuement avec justement ces processeurs Apple Silicon, reconnus aujourd'hui. Eh ben, ça serait assez logique qu'ils essayent de s'émanciper également des modems 5G et Wi-Fi, ce qui lui permettrait d'être en contrôle sur le calendrier de sortie sans avoir la dépendance avec Qualcomm et les autres clients de Qualcomm. Donc l'arrivée du Wi-Fi 7 sur les iPhones correspondrait donc au possible lancement des modems Apple, même s'il est possible qu'Apple continue de travailler au moins partiellement avec Qualcomm sur cette génération. À voir. Il y aura peut-être, vous le savez, chaque année, il y a différents modèles d'iPhone avec les pros, etc., etc. Et puis, potentiellement, on pourrait très bien imaginer que certains modèles de 2024 bénéficieraient de la nouvelle puce Apple versus d'autres modèles peut-être moins chers qui continueraient à utiliser le modem Qualcomm. Ça permettrait à Apple de monter en puissance en termes de production et de prendre peut-être un peu moins de risques et de se donner un petit peu de temps ici. Pourquoi pas ? Donc voilà un petit peu les choses à prévoir. C'est des bonnes nouvelles. Moi, je serais assez intéressée pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc voilà, pas mal de choses dans les cartons. On verra évidemment en 2023 et 2024 si ça s'avère juste. Est-ce que vous, l'idée de tester des Wi-Fi plus performants, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Je regarde un peu vos commentaires. Ah, mais Baron Mariton, salut! Ça fait plaisir de te voir. Est-ce vraiment important CSP++ s'en fout du Wi-Fi 5, 6 ou 7 ? En fait, c'est pas le numéro du Wi-Fi qui est important, je suis d'accord avec toi, c'est les performances. Et en fait, tu peux quand même sentir la différence entre un Wi-Fi qui lag et un Wi-Fi qui va vraiment te permettre de naviguer sans lag, etc. Donc, ouais, moi, ça m'intéresse quand même. En tout cas, moi, personnellement, oui. François Michel nous dit non, Holmes, oui. Moses, ça dépend du prix. Bonne réponse aussi. Charlie Rob, c'est déjà plutôt rapide aujourd'hui sur un détail, cette évolution. Potentiellement, ouais. Ça dépendra peut-être des endroits en fonction du réseau. Peut-être que ça permettra d'optimiser le Wi-Fi avec des problématiques de Wi-Fi peut-être moins performants. À voir. Les gens ne voient pas la différence sur une puce d'il y a plus d'1 an d'écart. Ça dépend, je suis d'accord avec vous, ça dépend des usages. Ça dépend en effet des usages. Pour ma part, j'ai un Orbi en Wi-Fi 5 qui fonctionne très bien et bien mieux que le Wi-Fi 6 d'une box internet. C'est un répéteur, non ? Un répétiteur ou je ne sais plus quoi. Donc il est quand même branché sur une box, mais il va amplifier le signal, c'est ça ? Cela peut augmenter la portée du Wi-Fi ? Potentiellement, oui. Charlie Rob, ça peut optimiser en effet la stabilité. En tout cas, c'est une meilleure qualité de Wi-Fi. Que ce soit peut-être en stabilité, en portée ou en optimisation. Tout simplement. Donc, à voir. On verra ensemble ce qu'il en est du coup en 2024, a priori. On enchaîne cette fois-ci, on passe d'Apple à Google. Google qui
même s'ils ont grandement accéléré sur leur développement d'intelligence artificielle appelée Bard, eh ben, a quand même quelques réserves et va mettre en garde justement ses propres employés contre l'usage de son intelligence artificielle maison. Voilà. Donc, de plus en plus d'entreprises interdisent justement à leurs employés d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. C'est notamment le cas d'Apple, qui demande à ses salariés de ne pas réclamer l'aide d'un chatbot, et de Samsung aussi, qui menace même de licencier carrément les employés qui enfreignent la règle. Et les deux constructeurs redoutent que les informations confidentielles fournies à un chatbot comme ChatGPT, Google Bard ou Bing Chat, puisque c'est les trois dont on entend le plus parler aujourd'hui, soient automatiquement absorbées par le modèle linguistique et qui pourraient ressortir de manière impromptue si un utilisateur, comme vous et moi, ou n'importe qui, ou la concurrence, encore pire, venait à les questionner, tout simplement. Et donc, du coup, on a des sources qui ont été interrogées par Reuters, justement, notamment qui informent que le géant de la recherche Google a récemment mis en garde ses employés au sujet de ces robots conversationnels. La société demande expressément à ses collaborateurs de ne pas fournir d'informations confidentielles à une intelligence artificielle, même s'il s'agit de Bard, sa propre intelligence artificielle. C'est un mémo qui aurait été publié le 1er juin dernier, et notamment qui mentionne: n'incluez pas d'informations confidentielles ou sensibles dans vos conversations avec Bard. Et notamment, il demande de manière un peu plus explicite même à ses développeurs de ne pas utiliser tel quel le code qui a été généré par Bard. Et donc ça, c'est assez cocasse, puisque justement, on a Bard qui avait été présenté par Google comme un assistant de codage, justement, à la suite de la dernière mise à jour. Mais ici, Google temporise un petit peu l'usage de Bard en termes de développement et de code, parce qu'il dit que, justement, le chatbot peut faire des suggestions de code indésirables. Mais bon, donc à voir. Ça reste un assistant pour les développeurs en termes de analyser du code existant et pour repérer des erreurs, mais pas forcément pour définir du code. Voilà, donc à voir. Et en effet, le risque aussi, c'est qu'une fois ingurgitées ces informations confidentielles, les données pourraient théoriquement ressortir lors d'une conversation avec un autre utilisateur. Comme je vous disais, l'autre utilisateur, ça peut être soit vous et moi, ou de manière plus problématique, un compétiteur, ce qui serait un vrai danger technologique, de secret industriel pour Google. Et Sundar Pichai s'était même exprimé en avril dernier, où il disait que les modèles d'intelligence artificielle restent aujourd'hui une boîte noire dont le fonctionnement est encore obscur. Donc ça montre un petit peu les craintes et le manque de maturité un petit peu sur ces modèles de langage et ces modèles conversationnels. Donc à voir. Est-ce que vous, au boulot, est-ce qu'il y a des développeurs, je suppose que oui, vous utilisez justement ce type d'intelligence artificielle, notamment il y avait Copilot, qui était très connu. Est-ce que vous utilisez ça pour travailler au quotidien, et pour quel type de tâches ? On a Patitus 2000. Tu m'as anticipé, tu as anticipé ma question, c'est parfait. Je suis dev et au boulot, nous n'avons pas le droit d'utiliser des intelligences artificielles. Ils veulent pas que le code de l'appli soit dans la mémoire d'une intelligence artificielle. Ouais. Ok. Chouchou du 62. Les intelligences artificielles sont également bloquées à mon boulot. Arnaud Sol nous dit aussi interdit au taf. Tokaji nous dit: le service IT utilise ChatGPT pour regarder des alternatives de code. Intéressant. Je regarde. Alors, j'ai raté un commentaire que j'essaie de retrouver. Mime 1CQ, de temps en temps pour proposer des refactors. Ouais, là encore, pour compacter un petit peu le code et le rendre plus concis et plus efficace, plus performant. Le réorganiser. Dis-moi si je comprends mal ce que c'est le refactoring, mais de ma compréhension de designer, pas de développeur, pour moi c'est ça, c'est réorganiser le code pour qu'il soit plus efficace, concis et actionnable. Trouver des idées rapides pour un truc spécifique, ok. Oui, notre boîte nous paie Copilot depuis peu. Intéressant.
Et je suis dev, je ne pourrais plus m'en passer pour l'aide au code. Ouais, très logique, ouais. Je ne sais pas si vous avez traité la news, mais on commence à avoir des hacks liés aux outils style ChatGPT ou Bard. Ces outils génèrent du code et notamment des imports de librairies qui n'existent pas. Du coup, des hackers ont créé des packages malveillants avec ces mêmes noms. Ouais, alors après, je veux dire, ça, c'est des choses à vérifier, quoi, les librairies, hein. Tu vas pas aller choper une librairie sans avoir fait un minimum d'investigation pour voir d'abord si elle est maintenue. Enfin, encore une fois, je suis pas développeur, hein, mais tu vas quand même aller jeter un œil sur qui travaille sur les librairies, est-ce qu'elle est maintenue, mise à jour régulièrement, enfin voilà, est-ce qu'elle est bien documentée, etc. Tu vas pas importer n'importe quelle librairie parce que c'est toujours des dépendances, quoi. Donc ouais, ça, bon, attention quand même, attention. J'ai utilisé pour créer du code Python, je suis noob en Python, mais sans mettre aucune info privée. Ouais, après, il y a ça, quoi. Sur justement être conscient de ça et ne pas, du coup, partager des données confidentielles, etc. Hop, j'utilise très rarement ChatGPT pour poser une question. Pas de copilote intégré à mon IDE code. J'utilise GitLab Copilot, ouais, tous les jours, un peu comme un autocomplete amélioré et parfois pour créer des fonctions complètes. Ah ouais. C'est autorisé, nous dit Nacor, mais personne ne l'utilise pour dev à proprement dit, c'est surtout pour la doc. Mais c'est déjà ça, hein. Franchement, en fait c'est ça. C'est ce qui est intéressant avec les intelligences artificielles, c'est pas forcément de faire votre taf, mais de simplifier et de vous faciliter certaines tâches qui peuvent être un peu rébarbatives ou de donner des fois des idées. Voilà. Donc ça, je trouve ça, rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Tommy Chu nous dit, j'utilise Copilot et j'ai fait un plugin Chrome pour générer du code à partir de spec. Ah, intéressant. Intéressant. Ocotex nous dit, le service cybersécurité est autorisé à utiliser ChatGPT pour la génération de code dans mon entreprise, mais seulement sur certains sujets. Ah, Chouchou, toi, tu nous dis, tu travailles pour le SI le service informatique d'une banque. Intéressant. Même le service informatique d'une banque réfléchit à ça, c'est bien. Du coup, c'est pas pour aujourd'hui le grand remplacement des devs. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, tu sais, c'est comme tout Patitus. Des fois, on va aller tellement vite sur l'extrapolation des usages des nouvelles technologies qu'on va se faire peur. Mais en fait, il y a déjà une première partie où comment tu peux simplifier, automatiser certaines tâches où finalement l'humain a peu de valeur ajoutée. Comment tu vas les transformer en outils pour l'humain pour avoir d'autres idées, etc., explorer, optimiser ton code. Et ça, c'est intéressant. Après, tu restes l'expert ici qui va prendre les meilleures décisions avec ce type d'informations. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. ChatGPT n'est pas toujours fiable, mais il est souvent de bons conseils. Bonne phrase à retenir. Ah, aucun, intéressant ton commentaire. T'es pas développeur, mais par contre, dans ton activité, vous gérez les infos perso de centaines de milliers de personnes et tu as été surprise de voir que vous avez reçu une notice interdisant d'utiliser l'intelligence artificielle seulement début juin. Un peu tard, il me semble. En effet, c'est un peu tard. Mais vaut mieux tard que jamais, hein, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est pas évident, hein, j'ai envie de dire, pour les sociétés de suivre tout ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, c'est même aux employés d'encourager sa direction et d'être proactif potentiellement sur ce type de sujet et de lever des alertes sur les risques que ça pourrait représenter justement pour votre activité. Donc ça, c'est un vrai atout d'avoir des employés qui sont capables justement de dire « Ah ben, on n'a pas encore communiqué sur l'intelligence artificielle, c'est en libre accès aujourd'hui. Nous, de par notre activité, on gère des données très sensibles. Est-ce qu'on ne devrait pas communiquer justement sur avoir une communication globale au niveau de la boîte pour donner des indications sur l'usage ou l'interdiction justement de ces outils ?» Donc c'est intéressant. Mais au moins, ça a été fait. C'est quand même bien.
El Frangou aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu nous dis qu'il faut l'utiliser avec un point de vue critique. Ça ne remplacera pas les développeurs car il faut la connaissance pour pouvoir juger la pertinence de la réponse de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Hépatitus nous dit, toi, tu as appris les bases d'un nouveau langage avec ChatGPT. Ouais, franchement, ça peut aider. Hein. Ça peut aider. Moi, je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu pas mal de témoignages de personnes pour lesquelles ça facilitait justement l'apprentissage d'un langage. Gaëlle, tu me dis, c'est quoi une librairie? Alors, je compte un petit peu sur la chatroom peut-être pour donner une définition exacte, parce que, encore une fois, je ne suis pas développeur. Il y a Bulletful, super pseudo. Bulletful qui nous dit c'est un ensemble de fonctionnalités toutes prêtes qu'on peut utiliser dans notre code. Ça permet de ne pas réinventer la roue à chaque nouvelle appli. Alors oui, on parle de librairie, mais en fait, c'est un anglicisme. C'est plutôt une bibliothèque. Vous savez, on a ce faux ami en français et en anglais, où library en anglais veut dire bibliothèque en français. Et donc, en fait, c'est une bibliothèque de fonctionnalités. C'est pour ça qu'on dit un ensemble de fonctionnalités qui permet de ne pas avoir à tout développer from scratch. Donc, par exemple, si je dis n'importe quoi, mais tu as une application qui va vouloir avoir un chat, la capacité de pouvoir envoyer et recevoir des messages, et ben, en fait, il y a des librairies qui existent, qui vont te permettre d'avoir les fonctionnalités de base d'un chat et tu vas pouvoir l'ajouter dans ton application sans avoir développé toutes les fonctionnalités d'un chat. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Un grand merci Laetitia Lips pour ton soutien. Merci à toi. Laurent, je nous dis, je suis analyste, je suis aussi sur la brèche. Je pense qu'il faudra juste exprimer correctement le besoin et le dev. Les UI et les tests seront automatisés. Qu'est-ce que tu veux dire, les UI? UI. Parce que pour moi, ça veut dire User Interface. Et là aussi, tu pourrais... c'est un débat. Je suis pas sûre que UI, UX, tu peux tout automatiser. Mais c'est normal, je prêche pour mon job. Sur ce, je vous propose de continuer parce qu'on a d'autres articles super intéressants et on va parler d'Instagram. Instagram qui dévoile une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les chaînes de diffusion inspirées de Telegram et une fonctionnalité également qui est apparue récemment chez WhatsApp qui permet tout simplement aux créateurs de contenu, aux influenceurs, de créer du lien avec leur communauté. Donc l'annonce avait été faite pour la petite histoire par le patron de Meta, donc Mark Zuckerberg, notre copain Mark, sur sa propre chaîne intitulée Meta Channel. Franchement, Metaverse, ils doivent se sentir tellement seuls, Facebook, avec cette notion de métaverse où tout le monde rigole un petit peu de l'emploi du mot métaverse. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Bref, petit aparté, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, du coup, on a eu notamment en février dernier, on a eu ces broadcast channels ou chaînes de diffusion en français qui ont d'abord été dans un premier temps déployées aux États-Unis. C'est souvent le cas. C'est leur marché, leur premier marché. Et elles font maintenant leur apparition dans d'autres pays, notamment la France, depuis le mardi 13 juin. Elles ne sont accessibles qu'aux comptes influents. Et comment ça fonctionne concrètement? Tout simplement, un créateur de contenu peut décider d'ouvrir du coup une chaîne sur Instagram. Donc ça se passe depuis le petit icône. Hop, le petit icône envoyé où vous pouvez voir. Alors attendez, je vais. Hop. Je vais essayer de vous montrer mon smartphone. Je baisse un peu la luminosité. Hop, voilà. Vous voyez mon smartphone. Vous voyez en même temps. Hop, je me mets derrière. Vous voyez en même temps les comptes que je suis, notamment une créatrice de bijoux qui est trop bien. Voilà. Et donc, vous voyez la petite enveloppe pliée d'avion, là. Hop, ici, c'est en accédant par là. Un créateur de contenu, donc un influenceur, c'est pas ouvert à tout le monde ici. Et c'est pas ouvert à tous les influenceurs encore. Va pouvoir déclencher la création d'une chaîne
sur Instagram, va pouvoir envoyer le premier message et tous ses abonnés vont recevoir un message qui va être une invitation à rejoindre ce fameux canal de diffusion. Ceux qui décident d'accepter l'invitation seront notifiés directement par le biais de leur message privé, du coup, à chaque fois que le créateur postera un nouveau message. Les abonnés, évidemment, peuvent quitter ou désactiver les chaînes de diffusion à tout moment, hein, ou désactiver complètement les notifications des chaînes de diffusion d'un créateur donné. Donc, il peut y avoir plusieurs chaînes de diffusion pour un même créateur aussi. Donc ça, c'est une nouvelle option qui s'inspire donc directement de la plateforme Telegram, également intégrée à WhatsApp et qui permet justement aux créateurs de contenu de proposer un nouvel espace d'échange plus privilégié, j'ai envie de dire. Notamment, on a vu pas mal de plaintes de créateurs qui disaient non, mais c'est impossible d'atteindre ma communauté parce qu'avec l'algorithme d'Instagram, même s'ils me suivent, ils ne sont pas garantis de voir mes posts. Potentiellement ici, via cette espèce de canal de diffusion, ça va permettre de contrebalancer cet effet. Alors, ici, le problème, c'est que si vous vous mettez à suivre X canal de diffusion, vous allez être inondé de notifications, donc à voir un peu comment on va trouver le bon équilibre ici. Et donc du coup, dans cet espace d'échange, ils vont pouvoir partager avec leurs abonnés, donc les créateurs vont pouvoir partager avec leurs abonnés un peu de tout, quoi, du texte, des images, des vidéos, des messages vocaux ou même des sondages. Et de leur côté, les abonnés aux créateurs de cette chaîne vont avoir des interactions plus limitées puisqu'ils pourront réagir aux messages avec des emojis et répondre aux sondages. Donc ici, encore une fois, il ne s'agit pas de DM un créateur de contenu, hein, mais c'est juste de créer un espace d'échange privilégié entre le créateur qui va pouvoir atteindre sa communauté plus facilement. Donc c'est une façon plus spontanée d'échanger avec son public. En France notamment, on a les influenceurs comme Lena Situation ou Just Riyad qui ont pu tester justement cette fonctionnalité en amont de son déploiement. Et la chaîne Lena Situation, aujourd'hui intitulée Entre nous, compte déjà plus de 700 000 membres. Et donc, il y a déjà des comptes en fait, qui vont directement ajouter le lien ou le nom de leur chaîne dans leur description de profil. Donc, comme ça, les gens vont pouvoir atteindre et accéder à cette chaîne de diffusion directement là, une fois qu'elle a déjà été créée. Et Instagram, justement, explique que ces chaînes de diffusion, le grand avantage, c'est qu'elles vont être proposées sur d'autres applications de Meta, notamment Facebook et Messenger. Et c'est là, finalement, la force de Meta ici, c'est qu'ils le font déjà avec les stories, hein, vous le savez. Les stories Instagram sont automatiquement postées sur Facebook. Et c'est là, pour un créateur, la force de frappe un petit peu que représente Facebook, c'est qu'en postant une fois, ils vont pouvoir atteindre en même temps leur communauté Instagram, leur communauté Facebook ou Messenger. Donc potentiellement décupler un petit peu leur impact. Donc ça peut être assez intéressant par rapport à d'autres plateformes qui vont être limitées à une plateforme. Voilà. Voilà. Et donc, notamment, on va avoir donc des chaînes de diffusion qui vont être ouvertes à tous les abonnés d'un compte. Mais Instagram offre aussi la possibilité de créer une chaîne de diffusion, attention, limitée aux abonnés payants pour diffuser des contenus plus exclusifs. Donc là, encore une fois, un modèle de monétisation particulièrement intelligent ici de la part de Facebook, enfin de Meta. Donc c'est là où il y a un vrai intérêt pour les créateurs. Et c'est intéressant parce que ça vient aussi concurrencer certaines fonctionnalités qu'on a pu voir avec Twitter qui permettaient à des créateurs ou des influenceurs sur Twitter de poster des messages qui étaient visibles uniquement à des abonnés payants. Donc là, on a un peu ce même système, quoi. À voir où est-ce que ça va prendre le plus. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tenterait dans la chatroom ? Est-ce que vous seriez prêt à tenter l'aventure et à vous mettre à suivre des chaînes de diffusion ? Je regarde un peu vos commentaires. Et quand il y a une feature cool, c'est que pour les gros comptes, bien sûr. EA Chronicles, c'est normal qu'ils chouchoutent leurs gros comptes. C'est eux qui leur rapportent de l'argent, des sous-sous. Et en fait, ça va permettre de rendre viable le business d'Instagram. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas l'ouvrir à des comptes un peu plus modestes. Pour l'instant, il y a très peu de comptes qui y ont accès. Hein. C'est vrai que c'est marrant, je suis dans le canal de Lena et aussi de la chanteuse Angèle et c'est mieux que les stories.
Quentin Lala, pourquoi tu trouves que c'est mieux que les stories? Ça m'intéresse. C'est intéressant justement que toi, tu l'aies déjà testé. Qu'est-ce Kim qui nous dit ouais, j'ai déjà eu une invite. Camille nous dit oui, je suis 2 chaînes de diffusion. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est disponible que depuis le 13 juin et vous êtes déjà invité, vous êtes déjà dedans. Vous voyez un petit peu l'efficacité ici d'Instagram quand ils sortent une fonctionnalité. C'est beau, hein? Enfin, moi je suis impressionnée. Travaillant dans le produit, je suis impressionnée. J'en suis déjà, mais après 2-3 semaines, les influenceurs américains que je suis ont arrêté de l'utiliser. Ah, c'était bien ceci dit. Ah, intéressant, intéressant. Ah, est-ce que finalement l'utilisation est trop contraignante pour les influenceurs pour vraiment avoir une adoption côté influenceur? À voir. Mademoiselle nous dit absolument pas intéressée. Si je veux voir le contenu d'un influenceur, je vais voir son compte. D'accord, Mademoiselle Sam. Je pense que c'est assez rare comme cas. C'est très, très proactif, très, très engagé. Et je pense que tu vas le faire pour 1-2 influenceurs. Tu auras du mal à te rappeler de tout, quoi. Mais je comprends, je comprends. Je trouve que c'est plus sympa à suivre que des stories plus personnalisées, surtout que Angel galère un peu. Ah, intéressant. Ouais, ça te donne une fenêtre un petit peu plus intime, finalement, sur peut-être le quotidien de l'influenceur. Ça serait intéressant de voir ouais, comment il l'utilise. Je vais essayer d'en suivre moi aussi. Top. Bah, merci beaucoup pour vos commentaires. LCB qu'elle aussi nous dit moi j'ai trouvé ça top, c'est un chat rapide entre quelqu'un qu'on suit et nous, tout le monde le fait mais c'est top à suivre. C'est super intéressant parce qu'on peut interagir avec la personne, nous dit Camille. Oui, oui, oui. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour vos témoignages dans la chatroom. Vous êtes toujours au top de tester les nouveaux éléments dans la chatroom. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà. Voilà en tout cas pour Instagram. Moi, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et avant de passer à notre petite cerise sur le croissant ce matin, on va en profiter pour parler de notre sponsor ce matin et remercier du coup le jeu Calls of Dragon ou Call of Dragons. C'est un appel des dragons. Call of Dragons. Donc qu'est-ce que c'est ce jeu, tout simplement? Eh ben, c'est un jeu de conquête fantastique MMO développé par justement les créateurs de Rise of Kingdoms, que sûrement la plupart d'entre vous connaissent déjà. Ils offrent une expérience de combat ici stratégique incroyable, dispo sur iOS, Android et également sur PC. Et en fait, il y a quelques éléments qui rendent vraiment le jeu assez intéressant, notamment un système de combat qui s'appelle Behemoth. Behemoth parce que vous pouvez combattre des monstres géants qui s'appellent justement Behemoth avec vos potes et ensuite les utiliser pour écraser vos ennemis dans des batailles PVP. Ensuite, vous avez une grande liberté de combat. Vous pouvez utiliser un terrain 3D pour élaborer des stratégies et commander des légions volantes pour traverser des montagnes et des rivières. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, le monde fantastique est vraiment immersif ici. Vous pouvez recruter toutes sortes de héros magiques comme des elfes, des orques, des mages de glace et explorer un monde fantastique assez incroyable. Je vous montre un petit peu quelques images ici avec les rendus qui sont assez cool. J'adore la gueule du dragon, ça me fait penser un peu au dessin animé Dragons d'ailleurs. Et puis ensuite, quelque chose qui est vraiment cool, c'est quand même un mode freemium, c'est guérir les unités gratuitement. Vous pouvez guérir vos unités blessées sans utiliser de ressources, donc pas besoin de débourser ici. Donc vous pouvez finalement combattre autant que vous voulez sans vous soucier de vos stocks. Et puis enfin, vous avez les compétences de héros qui sont assez puissantes. Vous pouvez entraîner des héros puissants pour utiliser des compétences assez incroyables qui leur permettent de devenir, par exemple, invisibles, de traverser le champ de bataille en un instant ou de déclencher des attaques dévastatrices. Donc assez cool de développer des skills comme ça. Et si ça vous tente, si vous avez envie d'essayer le jeu, eh ben vous pouvez aussi utiliser la commande
point d'exclamation code. Je pense qu'elle va apparaître dans le chat et utiliser le lien pour télécharger dès aujourd'hui le jeu Call of Dragons. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous le disais en introduction de l'émission, à 9h30 ou même un petit peu avant, ça dépendra à quelle heure Guillaume arrive, et ben on va avoir Jérôme et Guillaume qui vont vous faire une démo en live sur Twitch du jeu. Donc profitez-en si vous souhaitez en savoir plus pour rester avec nous sur Twitch et voir nos deux compères tester le jeu en direct. Voilà pour Call of Dragons. Un grand merci à eux de sponsoriser du coup et de supporter l'émission ce matin. Je vous montre un petit peu plus d'images. Ça aide un petit peu à se représenter ce que c'est. Voilà. Et sur ce, je vous propose de passer à la cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission, mais je voulais pas vous quitter sans avoir eu l'opportunité de faire un petit article un peu inspiration qui revient sur une technologie qui est parue en 98, je crois que c'était ça, en 98, c'est la Game Boy Camera. Et donc, ça fait 25 ans tout pile que la Game Boy Camera était sortie. Alors, pour rappel, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Est-ce que vous vous rappelez dans la chatroom de la Game Boy Camera? Un petit peu. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous en aviez eu vous, dans la chatroom? Ah, salut Hardisk! Bienvenue. Je me lève tôt et c'est toujours trop tard. Alors, pour toi, 9h du matin, c'est tôt. Non, mais on apprécie l'effort, Hardisk. On apprécie l'effort. Ne t'auto-flagelle pas. Ça fait plaisir de te voir. Ah, t'as fait une vidéo sur la Game Boy Camera. Bah écoute, ça tombe bien. Profites-en pour faire de l'autopromo. Si t'as le lien, vas-y, n'hésite pas à le partager comme ça dans la chatroom. Ils pourront aller creuser un peu. Ah, il pourra pas mettre le lien, d'accord. Ça sera ban, c'est ça? Ok, donc non, ne poste pas de lien parce qu'on veut pas que tu sois ban. Voilà. Il y a Loken qui en a eu une, justement. Il y a des mecs qui l'ont modifié pour s'en servir de webcam. Eh bien, écoute, là, on va pas parler de webcam pour la Game Boy Camera, on va parler de caméra, de la capacité à prendre des photos et de son attrait, son renouveau en termes d'attirance pour les artistes et bidouilleurs, justement. C'est un article assez intéressant de Le Monde Pixel qui nous rappelle du coup que cette Game Boy Camera était sortie à l'époque le 17 juin 98 et donc c'est donc un fameux appareil photo qui s'insère donc avec une espèce de cartouche qui va permettre de s'insérer justement dans la Game Boy de Nintendo, et donc c'était un gadget à l'époque qui était pensé pour les enfants et qui aujourd'hui, plus que pour les enfants, est carrément une source d'inspiration pour les artistes friands justement de son esthétique rétro. Et donc, du coup, ils permettent de transformer cette Game Boy en appareil photo numérique. À l'époque, à sa sortie, justement, elle a beaucoup peiné à convaincre. La photo a une définition fort moyenne et a des performances techniques quand même très, très limitées en 98. Même en 98, c'était quand même très limité comme rendu. Et donc, à l'époque, la console qui a vu naître justement les premiers Pokémon... souvenir, est en fin de cycle. Elle a déjà 9 ans, c'est quand même une éternité pour un appareil de la sorte. Et l'année suivante, Nintendo annonçait justement la Game Boy Advance, 4 fois plus puissante. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est vite passé finalement sur cette Game Boy Camera. Mais plus intéressant quand même, qu'est-ce qu'elle propose cette Game Boy Camera? Faible résolution, mais grande longévité. Un quart de siècle plus tard, la Game Boy Camera stimule la créativité d'artistes amoureux de photographie et de consoles rétro, et son esthétique immédiatement reconnaissable a trouvé une deuxième vie justement sur le web et les réseaux sociaux. Regardez un petit peu ce qu'on peut faire ici pour vous donner un petit peu un aperçu du style des photos. Donc c'est très très particulier. Là vous voyez une compilation de photographies de Pierre Corbinet qui a été faite durant les manifestations
1, 2, 3, les manifestations contre la réforme des retraites en 2023, donc ultra récente. Et franchement, les photos sortent bien, notamment celle où on voit la personne jongler et celle de l'Arc de Triomphe rend super, super bien. Voilà, on n'en voit pas plus ici, mais c'est déjà, ça vous donne une idée en tout cas de l'esthétique ici du rendu des photos de la Game Boy Camera. Et donc du coup, depuis janvier, cette console est justement utilisée pour immortaliser les mobilisations contre la réforme des retraites. Et donc Pierre Corbinet, que je citais, dont je montrais les photos, c'est un auteur et scénariste de jeux vidéo. Il a fait Enterre-moi mon amour, Road 96 Mile O. Et justement, il poste des photographies pixelisées des cortèges marseillais sur le réseau social Mastodon notamment. Et donc, il nous dit l'exercice est assez périlleux avec la Game Boy Camera, le fait de prendre des photos, car elle est dotée d'un petit écran et ne peut stocker que 30 images. Donc, il y a vraiment une contrainte ici en termes de rendu, en termes de format et en termes de capacité ici à stocker les photos. Et donc, il y a vraiment une manière de prendre le photo. Il nous dit notamment ce qui marche en fait, c'est les gros contrastes. Il voit un peu, il mentionne notamment une approche brutaliste. C'est quoi une approche brutaliste? En fait, ça tient du mouvement brutalisme, qui a un style architectural issu du mouvement moderne, qui se situe entre les années 50, enfin qui démarre en tout cas aux années 1950 et qui tient son inspiration de notamment l'architecte franco-suisse Le Corbusier avec la Villa Radieuse que vous pouvez retrouver à Marseille notamment. Si vous pouvez la visiter, allez-y, hein, c'est trop intéressant. Donc ça, c'est une inspiration. Mais du coup, ce mouvement architectural, brutalisme, sa caractéristique, ça va être la répétition des volumes très imposants, l'usage du béton un peu brut, et notamment donc la répétition des fenêtres, des structures, des piliers et des forts contrastes du coup avec les volumes. Parce que le béton, c'est quand même très plein et il va y avoir un contraste entre les fenêtres, les lignes très droites, très géométriques, etc. Et donc, voilà, c'est ce qu'il nous dit, il y a un peu un côté brut, un côté de contraste fort, de structure, et c'est ce qu'on voyait notamment dans les photos que je vous montrais, où notamment on voit la personne qui jongle ici, qui peut faire penser un peu à ça. Ou des grands volumes, on voit vraiment un contraste entre la façade de l'Arc de Triomphe et le côté vraiment du bâtiment qui est complètement noir. Ça fonctionne bien ici. Donc c'est ça l'inspiration, d'où ça vient. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Et donc du coup, ça donne vraiment une contrainte et de la contrainte naît la créativité. Ça, c'est vraiment vrai. Hein. Dans l'art, c'est quelque chose d'assez constant ici. De la contrainte naît la créativité. Et donc, il a commencé à pratiquer justement ce type de photo en novembre dernier. Donc, c'est assez récent, pardon. Et depuis, il a carrément créé un jeu vidéo gratuit qu'il a publié en mai dernier à partir d'images justement prises avec sa Game Boy Camera. Donc vous pouvez retrouver le lien du jeu dans le lien de l'article, tout simplement dans l'article du Monde Pixel. J'encourage du coup la chatroom à donner la référence. Vous pouvez retrouver l'article de toute façon dans le flipboard de Naotech. Mais après, il y a d'autres contraintes, au-delà de la contrainte créative. Je vous montre d'autres photos. Il y a d'autres contraintes qui existent sur la Game Boy Camera. C'est notamment comment transférer les photos. Et en fait, ici, c'est assez limité. Assez limité parce que il va falloir... voilà, vous n'allez pas pouvoir les transférer en Bluetooth. Il va falloir ou les transférer sur un disque dur ou encore moins dans le cloud. Tout ce qui existe, normalement, c'est la Game Boy Printer qui était sortie du coup en 98. C'est un accessoire supplémentaire qui permettait d'imprimer les clichés. Mais en fait, quand vous voulez les récupérer autrement que par les imprimer, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème qui a été résolu avec un boîtier fabriqué au milieu des années 2010 par des étudiants américains. Le dispositif, notamment, permet justement de transférer des photos sur un ordinateur et ce qui a permis notamment à un autre créateur, Game Boy Cameraman, en 2016, de lancer son compte sur Instagram et il y propose justement de la photographie de rue, des portraits, ainsi que des images naturalistes. Et je peux vous montrer un petit peu.
hop, son compte pour vous donner un aperçu. Donc là, vous voyez notamment la photo que le compte carrément Instagram avait repris du compte Game Boy Cameraman et ce qui lui a permis, donc Jacques Calberac, parce qu'il est français, et donc ce qui lui a permis du coup d'avoir pas mal d'abonnés et on peut aller directement voir son compte. Hop. Et vous pouvez voir un petit peu les types de photos qu'il fait. Et donc là, encore une fois, on retrouve des photos avec des forts contrastes ici. Hop. Des sujets assez isolés. Hop. Encore une fois, fort contraste, c'est assez intéressant. On voit même des portraits. Hop. Et donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu comment ça peut rendre. Donc voilà, et donc maintenant il comptabilise plus de 8000 abonnés. Et donc depuis justement ce compte-là, Game Boy Cameraman, donc Jacques Calberac, il s'est carrément reconverti en développeur. Tellement passionné qu'il a pu étudier de près les algorithmes de l'engin hybride de Nintendo et du coup il travaille vraiment avec. Il nous dit justement elle peut produire des motifs de croix ou des points au milieu d'aplats de noir que je trouve superbe. Ça a été inspiré par des motifs d'imprimerie des années 1950 et 1960 qui permettaient de faire des dégradés juste avec de l'encre noire. Donc c'est ce qu'on appelle la trame ici. Ces espèces de motifs répétés, c'est ce qu'on appelle de la trame. C'est vraiment la base de l'imprimerie. Et dans les années 2000, les artistes l'ont rarement plébiscité, à l'exception notamment de Neil Young, qui s'en est servi pour illustrer la pochette de son album Silver and Gold. Mais aujourd'hui, la Game Boy Camera donne naissance notamment à des projets d'art numérique mutants comme The Game Boy Camera Gallery. Il y a carrément une exposition conçue par l'américaine Kat Graham en 2022 que vous pouvez consulter à l'intérieur même d'un jeu vidéo. Vous avez le lien encore une fois dans l'article et que vous pouvez découvrir carrément en ligne ou sur une cartouche de Game Boy. Donc ça, c'est assez original, quoi. On voit vraiment un renouveau ici de la Game Boy Camera. Et donc, on a notamment Andres Hahn, qui fait partie des artistes qui sont exposés dans cette exposition, qui sont exposés dans The Game Boy Camera Gallery. Et c'est un développeur allemand qui s'amuse à débrider le potentiel de la Game Boy Camera, justement en la bidouillant. Certains de ces programmes débloquent notamment l'accès à la vitesse d'obturation ou à la netteté, gérée par défaut de façon automatique. Cet amateur d'impression 3D collabore avec d'autres internautes pour fabriquer des montures d'objectifs d'appareils photo afin de les fixer carrément sur l'œil unique de la cartouche. Et donc là, vous voyez un petit peu, je vais vous montrer la photo, un petit peu différents exemples d'objectifs de la Game Boy Camera qui ont été modifiés différemment. Vous pouvez voir même tout en haut, ici, là, l'objectif de la Game Boy Camera qui a été fixé sur une monture d'objectifs d'appareil photo. Derrière, là, vous la voyez cachée. D'ailleurs, c'est ma couleur de Game Boy. Indigo. Bref. Je sais plus. Ah mince, attendez, vous la voyez. Ah si, voilà. Je regardais pas au bon endroit. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment assez chouette de voir comment toute une communauté a pu se créer de passionnés, d'artistes, de bidouilleurs autour de cet objet. Et il dit justement moderniser un objet qui justement a des limitations techniques peut paraître paradoxal, mais justement c'est là tout le fun, quoi. Ça crée des mods, ce qu'on appelle les modifications, qui permettent juste d'avoir un meilleur contrôle sur l'image, mais on garde quand même ses principales restrictions qui en font son atout d'un point de vue artistique, quoi. Notamment sa faible résolution et les 4 couleurs qui sont conservées. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller regarder l'article parce que c'est vraiment fun et vraiment voilà, une manière de détourner et d'exploiter son potentiel artistique et créatif. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Les grands-mères bretonnes font ça en point de croix depuis 300 ans, plagiat pirate. C'est pas faux, c'est pas faux.
C'est très chouette ce néo-pointillisme. Ouais, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool. En fait, la tech, c'est facile. Tu sors un produit claqué et 25 ans après, il est culte et tu vends 10 fois plus cher. Alors non, franchement, tu peux trouver justement des Game Boy Color, etc. pour rien du tout sur les braderies, hein. Moi, j'avais acheté la mienne à la braderie de Lille. Et franchement, je sais pas si je l'avais pas acheté 5 €, quoi. Et petite vibe nostalgique, j'avais craqué. Avec une cartouche Pokémon dedans. Parce que moi historiquement, quand même, je suis pas de cette génération-là, mais mon frère l'était, de la grosse Game Boy grise, quoi. La première, où je jouais à Tetris. Oh là là, mais j'étais tellement fan de Tetris. Mais ouais, et du coup, la Game Boy Color, pour moi, c'était bien après, quoi. Nintendo qui a tranché pour le masculin, bon, moi je dis la Game Boy. C'est la console Game Boy. Voilà. Pour les 30 ans de mon frère, on lui a acheté une Game Boy Color qui fonctionne, 35 €. Donc voilà, ça reste accessible, quoi. C'est vraiment cool. Sur eBay, c'est trop cher les Game Boy. Ah ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, les particuliers, franchement, ils ont peut-être aussi un peu moins connaissance de le potentiel fan de la Game Boy, quoi. C'est peut-être pour ça. Je regarde un peu vos commentaires. Je trouve ça plus intéressant d'être contrainte par la technique qu'imiter celle-ci. La difficulté rend le processus plus cool, à mon humble avis. Ah oui, Tux Romy tout nous dit des filtres photo peuvent pas faire des choses similaires. Ben, c'est pas qu'une notion de filtre photo. Tu vois, on parlait notamment de la capacité de 30 photos maximum en termes de stockage. C'est quand même une grosse contrainte. Donc ça veut dire que tu vas être dans l'ère des smartphones où en fait tu peux prendre un nombre illimité de photos. Pour ceux qui prennent des rafales, par exemple, vous voyez que vous pouvez prendre des centaines de photos en juste une scène. Eh ben, c'est intéressant de se dire, de revenir à quelque chose d'assez essentiel, d'assez limité, parce qu'en fait, ça va forcer ton œil à être plus attentif et à juger en temps réel qu'est-ce qui vaut d'être pris en photo ou pas. Et ça, je trouve qu'en termes de démarche artistique, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est pas pour dire que le reste a aucun intérêt, mais c'est différent, tout simplement. Donc, c'est pas juste le traitement visuel, hein, la contrainte. Vas-tu l'acheter ? Non. Je vais pas acheter la Game Boy Camera Color. Non. Je n'utilise déjà plus mon appareil photo, c'est pour dire. Donc, je me vois pas non plus me promener avec une Game Boy Color et son objectif sur le dessus. Moi, personnellement, non. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben sur ce, il est 9h22. On va vous donner du coup rendez-vous avec Guillaume et Jérôme. On va passer le relais. Comment vous voulez faire ? Comment ça se passe ? Attends, déjà, je mets ma grosse tête devant la caméra. Bonjour, c'est celle-là. Voilà, Bonjour, vous avez Guillaume qui est en train de hijacker l'émission. C'est désolé pour les gros plans. Wesh les jeunes. Ouais, bonjour. Comment ça débarque, ça débarque. Wesh. Comment ça va, Marion? Ça va. Attends, j'ai envie de partir là tout d'un coup. Il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'on pourrait faire un mug à 3 ici? Non, la réponse est non, c'est beaucoup trop serré. Vraiment, mais non, les gens aiment les cadrages Bonjour. serrés. C'est rare qu'on soit tous les trois. Ah, les petites emotes là, ça régale, let's go. Ah, c'est pas dans le bon ordre, Quentin, je suis au centre. C'est vrai. Et moi, je dis, C'est vrai, tu fais bien si de le on dire. lançait un petit cornfax sauvage. Allez, c'est parti. Allez, on fait 5 minutes. Attends. Hello, on est de retour par un petit cornfax. Ah oui. Bonjour, cornfax à 3. Je suis bien accompagnée ce matin, hein. C'est sympa, hein. Profitez-en. Hein, T'as deux beaux gosses, clairement. Deux demi-beaux gosses. Allez, hein, si Voilà. on n'est pas bien là. Ah, t'es pas bien, là, La team.
La Dream Team. Dream ça Team, régale. ouais. Bientôt Dream en Team. vacances, là, le mug. Hein. J'espère que j'ai pas trop transpiré dans le métro parce que tu m'as touché le dos, mais ça Non, va. ça va. allait, Non, ça non, allait. très bien, nickel. Parfait. Ouais, T'es frais, c'est bientôt, t'es frais. Allez, c'est vrai. c'est bientôt les vacances du mug. Ouais. Et c'est Eh bientôt oui. les vacances du mug, bien sûr. Hein, vous n'allez pas nous revoir pendant l'été. Bah peut-être il y aura 2-3 petits streams par Oui, par non, là, non, on va faire des sauvage. streams. On va faire des streams. Bah, il faut- Marion a prévu que tous les jours, t'as dit Marion, tu fais du gaming, c'est ça? Non, elle va Absolument faire pas. du yoga en direct. En vrai, je regarde. En vrai, ça doit être super stylé. Franchement, alors là, je vais pas vous infliger ça. Marion lance une nouvelle technique de yoga où si tu fais mal ta pose, elle t'engueule. Très bien. Moi, Non. je dis, c'est Mais performant. ça, c'est connecté à ta carte bleue, ça fait un sub automatiquement. Exactement. ouais, se- ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je c'est pas réfléchissais mal. à un fouet qui pourrait se déclencher si tu fais Non, mais mal. c'est bien. Guillaume de gauche commence à penser business model, Mais tu on est vois. obligé. Petit à petit, je suis en train de le matrixer, On est quoi. obligé. Quel est le meilleur iPhone du moment? C'est pour mettre à niveau une table basse. De quoi? C'est une vanne? Une table. Attends. Le meilleur iPhone du moment, c'est pour mettre à niveau une table basse, Pourquoi? oui. Parce que l'iPhone, c'est... Mais non, mais c'est pour faire une cale. C'est une critique. C'est marrant, ça. Voilà. Bah, moi, je dis Android, ça fait des très bonnes cales aussi. Tout à fait. Exactement. On en vend dans Et le vide-grenier. d'ailleurs, Call of Dragon aussi, c'est une très bonne cale. Cal of Dragons. Oh là là. Tu le supportes ou pas? Comment ça se Au passe? secours. Ouais, au secours, on est secours. d'accord. Que pensez-vous du MX Mechanical Mini? C'est très bien, MX Mechanical Mini. Yep. It's C'est a quoi banger. Très très bien. Clavier, bah que ça, mais en version mécanique. Genre, On l'a ce testé clavier, pour la mais, chaîne. il est bien. Mais je te Il est dis. trop bien celui-là. Oui, Oui, oui. mais en mécanique pour gamer par exemple. c'est- Ah oui, T'as c'est vrai. t'as vu, on a montré quand même les petites gommettes que Guillaume Mais t'a tu- mis pour pas que tu Et sois c'est trop pas pour confusé. Marion, c'est pour moi aussi parce que je galère comme un rat mort à retrouver les touches. J'apprécie qu'il dit pas que c'est que Mais pour je moi. te jure que c'est pour moi d'abord. Voilà, je suis égoïste. Non, c'est pour vous dire tellement je comprends pas. Non, mais On c'est un comprend pas les Non, alors, les c'est- claviers. C'est le problème des. Alors, c'est Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des gommettes là pour Ouais, cacher ouais. les espèces de caractères là. Ben, en fait, expliquons, parce qu'il est génial en même temps. Vous avez tous les raccourcis Windows Windows et et Mac. Mais le problème c'est que Mais nous, on ça est fait que... beaucoup sur une touche. Ouais, on est que Windows, donc. On l'utilise que sur un Windows. Bah ouais. Ouais. Donc c'est un peu. C'est marrant qu'il y a des avis hyper tranchés sans concession sur les claviers, faut lui demander. Sérieux, un jour tu devrais faire des tests de clavier sur la chaîne, ça me ferait mourir de rire. Mais j'ai rien contre les claviers, c'est juste que là c'était le bordel quoi. Je te vois trop péter des claviers contre le bord de la table. En vrai, Trop, Avec trop, les- trop d'informations tue l'information, c'est bien C'est ça. connu. Exactement. Non, mais il faudrait qu'il fasse un truc où le rétroéclairage s'allume que pour l'un ou pour l'autre. Genre t'es sur Oui, Windows, nous ça vendrait ça rétroéclaire. 500 euros Eh, le ça, clavier. Bah en vrai, oui. Ouais. Bah ce serait 1000 fois plus malin. Et Hein, le JTEC. Logitech. 95% du temps, je dis de la merde, 5% du temps, ça marche. Donc, Sinon, Guillaume fait des prestats de conseils aussi. Hein. Ouais. oui, je vends ça après, 5000 euros. Il faut faire le tri, il n'y a pas que des bons. Hein. C'est vrai. Ouais. Hmm. Vous avez fait une vidéo dessus, je n'ai pas trouvé. On en a parlé dans des catalogues, non? Du quoi, de celui-là Ah, celui-là, je sais pas. Mais Celui-là, oui, on en a parlé. On a fait plein de vidéos quand même sur les Logitech. Mais le Mechanical, on n'a pas fait une Ça doit vidéo être dans un- dédiée. dans un catalogue. Mais en gros, allez voir nos vidéos Logitech sur les claviers Logitech et vous vous dites c'est un clavier mécanique. Et Oui. vous aurez le test. Ouais. Parce que globalement, ça fait la même Ça doit faire un chose. bruit horrible Ça dans le doit micro, être horrible là. Waouh. Marion, ingénieur du son. Oui, si tu joues Game Pass, prends une série S. Mo 16. Enfin, à moins que tu aies vraiment envie d'avoir de la méga 4K, 60 FPS, machin. Moi, j'étais très content de la série S, mais en fait, j'y jouais pas. Voilà. Demande. J'ai installé le jeu sur PC, go Yes. pour le sponsor. Eh ben, On va pas tarder. on joue Ouh. dans même pas Non, 5 minutes. Non, c'est ça. On fera une petite pause, le temps de reconfigurer le live, Prendre un café. prendre un café et on vous retrouve pour jouer à Call of Dragons. Regarde, j'ai Call of Dragon dans mes trous de nez. Je Ah comprenais oui. même pas le. Ah oui, je comprenais pas du tout où tu voulais aller là. Non, mais c'est là, il fallait regarder. Ouais, il fallait Bah, comprendre. du coup, moi, je vais y aller. Oh, bah non, reste, Mais joue non, mais à tu restes Call pour of Call of Dragon Dragons. avec nous. Ouais, tu joues pas Tu n'es pas hypé par ce jeu? Ça aussi. Ah bah voilà, bah tu vois. C'est moi, j'aime bien les jeux de, En fait, de oui, non, fantasy. En fait, hein. j'aimerais pas. non, J'avais puis- plein de jeux où j'élevais des dragons. Oui, Ah, mais c'est mais pour là, il ça. n'y a pas je- d'élevage de dragons. En fait, je ne veux Oui, je pas sais, que tu je- touches à Call of Dragons. Je vais m'énerver. Non, mais je sais que l'élevage de dragons t'avait un peu pris l'esprit pendant un certain temps. Oh là là, mais ça, moi, pareil, tu vois. Là, Non, mais pas. Attends, moi, ça a été pareil avec Raid Shadow Legends. Hein. J'ai eu 6 mois. Ah oui, intoxiqué. t'étais obnubilé. à un J'étais moment. omnubilé par Raid Shadow Non, Legends. en ce moment. C'est quoi ton petit jeu, Marion, en du ce moment Vas-y, c'est- ton petit truc du moment, c'est quoi?
À part une série. Et à part moi. Oh. Ah oui, non. Attends, je regarde s'il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ce Alors, truc il C'est faut un qu'on Tamagotchi. raconte. En, Alors, en ce moment, c'est ça. c'est un Ah, sushi. ça, il faut Attends, cacher nos visages. voilà. Voilà, c'est bon. C'est un sushi Tamagotchi. C'est un sushi, j'en ai 2 là. J'ai un sushi ninja là déjà. En Hop, vrai, hop, hop. Marion, je te connais. Attends, je cache un peu. les yeux. Voilà. Est-ce que c'est pas l'interface qui te plaît aussi? Parce que ça a l'air super bien designé. Oui, oui, non, en termes d'interaction, de gamification, c'est pas mal. C'est un collègue à moi en fait qui m'a conseillé de le tester pour justement ça. Ok. Après, c'est très très redondant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas élever un sushi. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment un sushi. Tu vas élever un sushi, donc c'est un Tamagotchi, hein, un sushi avec un ami. Et en fait, vous faites du coparenting, quoi. Donc vous l'élevez à 2. Et donc, tu dois lui donner des cœurs pour qu'il reste avec toi. Alors, il n'y a pas de notion de mort si vous le... Ah si, Non. il Si nous vous... a abandonnés. Il nous a abandonnés, il n'est pas mort. On C'est-à-dire a que perdu notre sushi. il s'émancipe. Le sushi, Vraiment la douille pour pas dire qu'il meurt. Exactement. Le sushi peut s'émanciper. Vous écrire une lettre comme quoi vous l'avez abandonné. Et donc, il est parti vivre sa vie vers des gens qui l'aiment plus. Donc, ça Et nous est attends, arrivé quelques fois. Hein. Parce que elle. D'ailleurs, j'ai pas celui avec Jérôme. Elle a essayé de m'impliquer dans le truc. Il s'est enfui en 2 jours, le truc. Elle était là, t'as pensé aux sushis? Je fais, moi, les sushis, je les mange. Il y a quoi. déjà les chats, surtout. Je donc suis ça va. désolé, mais. Et j'ai pas réussi. Et du coup, là, j'élève 2 sushis avec la même personne. Alors ça, c'est pas mal parce que comme elle est... on a une grosse différence on a un décalage horaire énorme, je crois le plus que tu peux avoir. Ça nous donne une opportunité de se parler Putain, c'est malin. et un prétexte. C'est Alors malin, vous avez c'est plein malin. de petits prompts, de questions, de jeux que vous pouvez faire qui vont vous permettre de garder le contact. Et donc là, c'est vrai qu'on se marre pas mal. Et là, les derniers échanges, c'est sur ChatGPT. C'est pas une blague. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Donc le petit sushi. Donc l'application, c'est Souche. Attendez, je peux vous la montrer. Sur l'App Store. Ouais. Sinon, ça s'écrit comment? S-U-S-H. Ok. Souche. Ouais, genre L'application sushi, mais des hommes souche. troncs. Alors J'ai attends. pas la vanne. Souche Virtual Pet. Bah, une souche, un tronc. Ah oui, un tronc, ouais. Attends. Cachez votre Cachez le tête. visage. Attends, ça fait le reflet dans le... Hop, mais bien devant. Là. Voilà. Souche Virtual Pet, c'est pas sponsor. Voilà. Non, c'est pas sponsor. Mais t'aurais dû, parce que là, je pense qu'on va avoir Ah là, quelques là, téléchargements. Là. Attends, mais l'App Store est cassé? De quoi? Ça charge pas l'App Store? On a cassé l'App Store. Voilà. Ah là, c'est ce matin, on on a a pété envoyé le trop de serveur. monde. C'est trop de monde sur l'App Store. Sur ce, Bon, moi, je dois Marion. vous laisser. Oui. Bah oui. On va déclencher une petite pause. Elle est où, la pause? Elle Elle est attente ici. là. Bon. Non, c'est pas celle-là. Il y en a une vraie. Voilà. Et Là. on se retrouve dans 5-10 minutes. 5 Donc, minutes. Guillaume max. et moi, on va se retrouver sur Call of Dragons. Ouais. On va jouer jusqu'à 11h avec vous. C'est Si ça. vous êtes déjà inscrit, on va continuer avec vous. Inscrivez-vous pendant ces 5 minutes. Point d'exclamation COD Exact. pour avoir le lien pour vous inscrire. Marion, un grand merci. Moi, je vous retrouve sûrement sur la chaîne Twitch de Patrick à midi. Oh. Voilà. Pour le Voilà, rendez-vous tech. Ouais. Ouais. Donc, en gros, vous quittez pas l'équipe ce matin. Allez, Ouais, là. on vous lâche plus, on vous lâche plus. Si vous avez la flemme de bosser, c'est ce matin. Et je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine, comme d'habitude, à 8h le mardi. Voilà. Très bonne semaine à tous. Bye bye. Et à tout à l'heure pour Et à le jeu. toutes, ouais. Ouais.